Des bombardements de très grande ampleur hier, la journée la plus meurtrière depuis 35 ans au Liban. Avec la crainte d'une déstabilisation complète du Proche-Orient. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur maison hier et cette nuit. Nous avons pu joindre des Franco-Libanais à Beyrouth, très inquiets ce matin. On vit des moments, une angoisse incroyable. La crainte principale, premièrement, de rester à vie. Hier, il y avait eu une sorte de panique parce que les écoles avaient ouvert le matin et puis il y a eu des frappes et après les gens se sont précipités vers les écoles pour récupérer leurs enfants. Ça rappelle des fois certaines scènes de la guerre civile. Hier, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avertit. L'escalade est très dangereuse et s'étend rapidement. Nous sommes au bord d'une guerre totale. Après les nouvelles frappes israéliennes menées cette nuit, le président iranien menace l'État hébreu ce matin. Nous ne pouvons pas laisser le Liban devenir un nouveau Gaza aux mains d'Israël. Le Hezbollah ne peut pas rester seul, le Hezbollah ne peut pas faire face seul à un pays qui est défendu, soutenu et alimenté en armes par les pays occidentaux, les Européens et les États-Unis. 23 000 Français vivent actuellement dans l'angoisse au Liban. 2 tiers d'entre eux sont binationaux. On vient de voir donc ce sujet de Juliette Poissonnier. Première question générale, Patrick Dutartre. À quoi faut-il s'attendre maintenant? Que faut-il comprendre de la stratégie d'Israël? Moi, je pense qu'Israël a profité d'une opportunité pour faire une action extrêmement spectaculaire sur le Hezbollah. Quand on voit l'enchaînement des tirs qui ont été faits, des cibles, de prévenir les familles, attention, on va tirer sur des sites identifiés militaires, si vous êtes à proximité de combattants du Hezbollah, partez. Le fait qu'il y ait eu 1600 cibles tirées, ou atteintes en tout cas, ou visées ces dernières 24 heures, ou 36 heures, ça montre que l'opération était extrêmement bien préparée depuis un certain temps et il n'attendait qu'une seule chose, c'est le feu vert de Benjamin Netanyahou, qui était un feu vert politique, stratégique. Alors, on peut en discuter évidemment. Moi, je trouve que ça ressemble à une fuite en avant. Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que le Hezbollah est quand même touché assez fortement. Alors, la suite, personne ne sait, parce qu'il faut écouter ce que dit le président iranien. Est-ce qu'ils vont agir? Pas sûr, parce qu'ils ont menacé beaucoup de fois, mais ils n'ont pas toujours agi. Le Hezbollah est vraiment en position défensive. Et l'excuse, entre guillemets, israélienne, c'est de dire qu'il n'y ait plus de tirs du tout sur le nord d'Israël, ce qui a lieu quand même depuis le 8 octobre. Oui, ça fait près d'un an maintenant. Mais, m'ensemble, c'est à la fois ça, mais à la fois également une opportunité de se débarrasser d'un maximum de combattants du Hezbollah. Jean-Paul Chagnolot, pardon, on entendait à l'instant cette attaque très, très préparée, très ciblée. Pourquoi maintenant? Que faut-il comprendre de cette stratégie? Vous savez, je crois que le point de départ politique, c'est le refus de Netanyahou depuis des années, pas depuis le 7 octobre, d'avoir un État palestinien. Toutes les négociations qui ont lieu depuis 15 ans ont toujours achoppé sur cette question. Ils n'en veulent pas. Ce qu'ils veulent, et ils le disent très clairement, c'est en fait coloniser, comme ils le font, la Cisjordanie, et par conséquent annexer la Cisjordanie. C'est ça l'objectif. Et Netanyahou est quelqu'un qui a l'intelligence des situations, d'un point de vue politique et d'un point de vue stratégique. Et aujourd'hui, après 1 an de guerre, car c'est bientôt 1 an, le Hamas à Gaza doit être assez nettement affaibli, d'ailleurs au point que des troupes israéliennes sont parties du sud de Gaza, et que personne n'a véritablement empêché Netanyahou de faire ce qu'il voulait sur Gaza. On se souvient de toutes les déclarations de Biden et ça n'a donné rien. Et surtout, il y a un texte qui est le texte du 10 juin, la résolution du Conseil de sécurité du 10 juin, qui a été lancée par Biden, qui dit qu'il faut un cessez-le-feu et ensuite, en plusieurs étapes, des négociations. Pour ça, Netanyahou, comme il l'a fait avant le 7 octobre, a refusé. Aux grandes dames, d'ailleurs, de certains services, comme par exemple... l'armée était en désaccord avec ça, Galland était en désaccord avec ça, c'est-à-dire l'idée qu'on se retire partiellement, pas complètement. Donc à partir de là, puisqu'il a réussi à tenir cet objectif, maintenant il en profite dans cette intelligence de situation pour continuer
pour se débarrasser de ses adversaires, puisqu'il n'y a aucune limite finalement, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue juridique, ça importe peu. Et donc il a cette espèce de volonté de fuite en avant qui conduit à se débarrasser autant que c'est possible du Hezbollah. Et on en revient à la situation actuelle où il met le Hezbollah dans une situation extrêmement complexe, parce que ou bien le Hezbollah ne fait rien et il est discrédité, ou bien il réagit de manière non pas simplement tactique, mais de manière stratégique, c'est-à-dire massive, auquel cas, eh bien, ça sera sans doute une destruction du Hezbollah, en tout cas de ses infrastructures militaires, et fondamentalement du Liban. Je crois que c'est ça l'impasse complète dans laquelle nous sommes. Parce que vous dites Benyamin Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien, mais est-ce que le Hezbollah et le Hamas veulent d'un État israélien à leur côté ? Ils veulent à coup sûr leur liberté, bien sûr que oui. Non, mais est-ce qu'ils acceptent un État israélien ? Il y a cette question fondamentale de base de cette coexistence. Avant d'en arriver là, on pourrait faire une exégèse de toutes leurs déclarations. Il y a aussi l'autorité palestinienne qui a évidemment complètement disparu de la circulation dans ces jeux de pouvoir. Mais la question, c'était d'abord un cessez-le-feu. S'il y avait eu un cessez-le-feu à Gaza, Blinken était encore la semaine dernière au Caire, s'il y avait eu un cessez-le-feu, il n'y aurait pas cette fuite en avant. Et je pense que c'est extrêmement grave parce que, juste une remarque, parce que je ne veux pas prendre trop longtemps la parole, mais il n'a qu'une conception militaire du rapport de force, mais un militaire tout seul, pardonnez-moi général, un militaire seul ne fait rien s'il n'a pas avec lui un diplomate. Et inversement, un diplomate seul ne fait rien. Il faut qu'il y ait une alliance entre le militaire et le diplomate. Or, la diplomatie, c'est quelque chose qu'il a toujours récusé et qu'il récuse aujourd'hui. Et ça, c'est une fuite en avant qui va nulle part. Je veux dire, quelle est la perspective politique si ce n'est d'écraser ? Aucune. Alors, je vous rappelle juste que vous avez un QR code, excusez-moi, j'ai oublié tout à l'heure, un QR code qui s'est affiché, puisqu'évidemment, ce sujet va susciter beaucoup de questions. Vous pouvez flasher le QR code qui apparaît, nous envoyer vos questions, et tout à l'heure, Myriam Bounafa nous rejoint dans 25 minutes, et on y répondra avec nos experts en plateau. Je vous propose que, pour aller un peu plus loin, on aille sur le terrain. On va retrouver notre envoyé spécial, Luc Latroy, à Beyrouth. D'abord, on me dit qu'il sera là dans quelques minutes. Peut-être, vous pouvez réagir, le général Patrick Dutartre, peut-être sur ce qui vient d'être dit, et sur les semaines qui viennent, comment les choses peuvent évoluer concrètement sur le terrain, au nord d'Israël, au sud du Liban et plus largement au Liban. D'abord, je suis tout à fait d'accord qu'une action, qu'elle soit politique d'un côté, militaire ou humanitaire, sans une vision globale, ça ne peut pas aller bien loin. Et le paradoxe de tout ça, c'est que les militaires veulent une issue politique. Vous citiez Yohann Galland, le ministre de la Défense, et lui est contre cette fuite en avant. Mais quelque part, le politique impose pour l'instant, et c'est une chose extrêmement difficile, notamment pour ce qui se passe à Gaza. Alors la suite des opérations, ça va dépendre essentiellement de ce que va faire l'Iran. Je ne pense pas, personnellement, qu'il va y avoir une opération terrestre. Pourquoi ? Parce que les leçons de la guerre de 2006, la guerre des 33 jours qu'il y a eu, où il y avait une véritable incursion militaire d'Israël dans le sud Liban pour essayer d'arrêter les exactions du Hezbollah, finalement n'ont pas mené à beaucoup de choses, et il y a eu des pertes beaucoup plus importantes que les Israéliens ne pensaient en termes de pertes civiles à la fois et également militaires. Donc à mon sens, ils ont fait une opération essentiellement par la voie des airs, à la fois bien sûr au niveau de leur aviation, mais également beaucoup à partir de drones, et avec un ciblage extrêmement performant. On est obligé de le constater, même si, effectivement, il y a beaucoup trop de dommages collatéraux, qu'on appelle ça, ce qui n'est pas un bon nom pour toutes les pertes civiles qui sont associées. Alors, on me dit que ça y est, notre envoyé spécial à Beyrouth est connecté avec nous. Luc Lacroix, bonjour. J'espère que vous m'entendez, Luc. La capitale, Beyrouth, a été frappée aujourd'hui par des bombardements, et c'est donc la peur qui s'installe désormais. Oui, il y a eu une frappe une nouvelle fois dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon un bilan provisoire, il y aurait eu 6 morts et des blessés. Et ce n'est pas le seul signe ici de cette guerre qui fait rage. Il y a aussi tous les déplacés qui arrivent du sud et que l'on voit ici arriver dans la capitale. Ils ont rempli, pour ceux qui ont les hôtels de Beyrouth, les autres seraient chez des proches, dans des écoles, dans des mosquées ou dans des églises qui ont ouvert leurs portes. Alors, depuis hier, ce sont probablement des centaines de milliers de Libanais qui ont fui le sud du pays, qui ont fui les frappes particulièrement intenses, puisque la nuit d'hier était la plus meurtrière au Liban depuis la fin civile. Ceux qui ont à rejoindre la capitale, ils sont restés et ils nous racontaient, quand nous étions avec eux, qu'ils
il y a les bombardements commencés sur les maisons à côté de chez eux et désormais Merci, la peur de... Merci Luc. Malheureusement, on a un problème de connexion. On reprendra peut-être en direct tout à l'heure. Luc Lacroix, notre envoyé spécial au Liban, à Beyrouth. Christophe Gascard, on le voit, la question qui se pose aussi maintenant, c'est où est-ce qu'on vont aller tous ces civils qui doivent fuir les zones de bombardement? Oui, c'est la grande difficulté parce qu'effectivement, ils sont dans le sud du pays. Pour l'instant, la plupart, on l'a vu dans les embouteillages, et Luc Lacroix nous l'expliquait depuis hier soir, ils fuient pour essayer de rejoindre un endroit. Certains n'ont pas forcément de famille à Beyrouth, mais c'est la direction qu'ils prennent. Et puis de l'autre côté, il faut expliquer aussi la raison pour laquelle il y a cette attaque qui vient d'Israël. C'est que depuis le 7 octobre, il y a des tirs en permanence, pas seulement à Gaza, mais on le rappelle notamment du Hezbollah, qui tous les jours envoie donc des missiles en direction d'Israël, qui sont bien évidemment protégés par le dôme de fer. Néanmoins, il y a une grande partie de la population au nord d'Israël qui a été obligée finalement d'aller dans le sud, d'aller vivre dans des hôtels, dans d'autres foyers. Et finalement, ce que promet aussi Benyamin Netanyahou à la veille du 7 octobre, il faut rappeler la temporalité parce qu'on est quand même à un an, donc d'ici quelques jours de ce pogrom, de ce massacre effectivement qui a été créé à la base à Gaza, avec un soutien des proxys de l'Iran, à la fois effectivement à Gaza, mais effectivement du Hezbollah. Donc il y a toute une dynamique qu'il faut comprendre avec deux fronts, et là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on voit bien la perspective et l'objectif militaire de Benyamin Netanyahou. Néanmoins, la perspective politique, et on va en reparler dans un instant avec le discours de Joe Biden à l'ONU, le discours politique, on a du mal à le voir, parce que la solution à deux États, j'allais dire que des deux côtés, aucun n'en a vraiment envie. Et c'est bien là la difficulté. Alors nous sommes en duplex avec Lisa Gourceau. Bonjour. Vous êtes journaliste à L'Orient le Jour. Merci d'être avec nous cet après-midi sur France Info. On vient de le voir dans ce sujet, et puis avec le témoignage de notre envoyé spécial sur place. La population, évidemment, au Liban a peur face à tous ces bombardements. Comment la population vit les choses? Évidemment, on vient de le dire, il y a la peur, mais comment elle voit ce conflit entre Israël et le Hezbollah? Comment c'est analysé au sein de la population et comment ils voient l'issue de tout ça? Alors, on ne pourrait pas forcément parler d'une population. Il y a bien sûr la population en entier qui fait face à ce conflit et qui est unie contre un même ennemi. Ils font malgré tout face au quotidien, non pas là très récemment, mais depuis quasiment un an, à un conflit qui s'est bien plus précisément déclenché là depuis la semaine dernière et puis depuis hier. C'est une population qui fait face là actuellement à une énorme peur, qui a un quotidien qui est complètement incertain. On pourrait aussi parler de plusieurs populations, puisqu'on a une population qui soutient en partie évidemment le parti chiite, et une autre qui elle pourrait un petit peu plus être contre ce conflit, qui ne se sont pas concernés. De façon générale, ce qu'on entend, c'est que le Liban ne veut pas la guerre. La population et les analystes ont conscience qu'un conflit généralisé mettrait le Liban à terre et il ne s'en relèverait pas. En revanche, au quotidien, on entend aussi pas mal de dissensions, et c'est la crainte du quotidien qui règne principalement. Mais encore une fois, c'est un conflit qui a quand même débuté au Liban Sud, en tout cas dès le 8 octobre, donc on en est à bientôt un an de conflit. Même s'il est plus prégnant depuis une semaine, la population s'est malheureusement habituée à une situation qui est complètement anormale. Et face aussi à un silence assourdissant de la part des personnalités politiques dont on parlait un petit peu plus tôt. Justement, Jean-Paul Chagnolot, comment réagissent les autorités libanaises? Les autorités libanaises, elles sont prises entre, si j'ose dire, deux feux. C'est-à-dire, d'un côté, elles sont évidemment victimes de cette affaire, et une partie de ces autorités sont évidemment très critiques à l'égard du Hezbollah, mais en même temps, le Hezbollah fait partie du système politique libanais. Il y a des députés du Hezbollah, il y a eu des membres du gouvernement qui sont au Hezbollah. Donc, et dans une situation comme celle-là, il y a un moment donné où, dans une certaine mesure, pas jusqu'au bout, eh bien, il y a un sentiment de nationalisme. Le Liban, c'est extrêmement très compliqué, le Liban. Mais en dernière instance, il y a une vraie
vrai sentiment national. Et donc, quand il y a ces exactions qui ne sont pas aussi ciblées qu'on le dit. Enfin, l'affaire des beepers, c'est pas vrai que c'est ciblé, parce que ça a touché des gens qui étaient proches ou plus ou moins proches du Hezbollah. Et puis, c'est de toute façon, en termes de droit international humanitaire, inacceptable. Donc, en fait, ça touche des gens. On est déjà à près de 600 morts, d'après les chiffres que j'ai vus globalement. 600 morts. Je rappelle qu'en 2006, pendant 33 jours, il y en a eu 1200. C'est-à-dire qu'en 2-3 jours, il y a 600 morts. Qu'en 33 jours. Et dans ces conditions, ça veut dire aussi, bon, je connais bien ce pays, ça veut dire que tous les villages du Sud ont été bombardés d'une manière plus ou moins indiscriminée. C'est pas ciblé, ou c'est ciblé sur des zones tellement petites qu'il y a forcément des gens qui n'ont rien à voir avec tout cela et qui sont touchés. J'ajoute aussi un mot, c'est quand vous allez dans le Liban Sud, au Sud-Liban, tout le monde est lié au Hezbollah quelque part. C'est des communautés chiites. Maintenant, je suppose que les bombardements vont avoir lieu dans une autre zone où le Hezbollah est très implanté, c'est-à-dire dans la région de la Beka, à Baalbek. Et là aussi, on aura la même situation. C'est-à-dire on est très proches, les gens sont très proches du Hezbollah pour plein de raisons. Et les premières victimes, ce sont les populations civiles. Vous avez raison de le rappeler. Près de 500 morts, 42 enfants, 98 femmes. Et rappeler aussi, et ça c'est la rhétorique en l'occurrence d'Israël, que le Hezbollah, de la même manière que ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi les populations civiles. Et c'est d'où le problème des frappes. C'est qu'à un moment ou à un autre... Juste un mot sur l'utilisation. Ils sont dans la société civile. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'argumentation facile, et je ne prends pas position là-dessus, mais ce que je constate quand moi je vais dans ces villages, c'est que tout le monde a à voir ou à faire avec le Hezbollah, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour des raisons sociales. En fait. Comment ? Ont-ils le choix ? Mais non, mais je veux dire, ils sont très contents d'avoir des soutiens. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'État. On dit souvent le Hezbollah est un État dans l'État, mais c'est pas vrai, c'est un État tout court parce qu'il n'y a pas d'État libanais véritablement. Donc les services de proximité dans toutes ces régions-là sont assumés par le Hezbollah. Choix ou pas le choix, c'est pas le problème, c'est le fait que, il apporte des choses que les autres n'ont pas. Donc, il y a des liens extrêmement étroits. Allons savoir qui est ou pas proche du Hezbollah, qui est ensuite membre du Hezbollah. Vous voyez bien que c'est très compliqué. Général Patrick Dutartre, depuis, on disait, on l'a entendu, depuis le 8 octobre, il y a aussi donc des roquettes qui sont tirées par le Hezbollah sur le nord d'Israël. Comment, militairement, Israël aurait pu répondre pour éviter cela ? Comment répondre pour aussi protéger sa frontière nord ? Comment répondre militairement ? Il n'y a pas d'autre solution que ce qui est malheureusement fait aujourd'hui. Par contre, l'intensité, effectivement, les cibles qui sont discriminées, peu précises ou indiscriminées, parce que tout est mélangé. Si vous disiez, les membres du Hezbollah sont au milieu de la population. Comment cibler un ennemi qui est effectivement, comme vous le disiez, au milieu de la population ? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que ça, mais cela dit, ça n'excuse pas cette attaque. On peut la comprendre. C'est pour comprendre comment stratégiquement, quelles étaient les autres options. La seule chose que vous pouvez faire, c'est y aller à pied. Au sol. Oui, au sol. Une opération au sol. Mais avec toutes les conséquences, on voit déjà ce qui s'est passé à Gaza. À mon sens, ce serait une très mauvaise option. Et je souhaite que ça ne se fasse pas. Et c'est la dernière option, parce qu'on le rappelle, la première option, c'est en 3 étapes, finalement, ce qui s'est passé. L'opération des beepers, ce qui permettait effectivement très vite, grâce aux renseignements, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agents infiltrés aussi au Liban qui permettent de reconnaître. L'explosion des beepers a permis de retrouver dans les hôpitaux les personnes qui... Oui, d'identifier les membres du Hezbollah. Exactement. Deuxième opération, c'est d'éliminer, en tout cas pour Tsahal, des forces terrestres sur place d'une manière très précise, chirurgicale, bien évidemment, avec tous les dommages collatéraux que ça comporte et le nombre de morts civiles et qui sont importants, on le rappelle. Et puis la dernière, c'est l'opération massive, opération de l'air. 1600 objectifs qui ont été atteints en seulement 48 heures, c'est énorme. La 4e option, c'est effectivement l'opération terrestre. Et pour l'instant, ça me paraît effectivement bizarre, mais bizarre, j'allais dire compliqué, tant que les Américains, aujourd'hui, sont dans une situation où, j'imagine mal, en tout cas, Benyamin Netanyahou, aller à faire une opération terrestre sans, effectivement, l'aval des États-Unis, où il se retrouverait un peu tout seul. Jean-Paul Chagnon. Oui, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est qu'il faut arrêter avec cette notion de dommages collatéraux. En termes de droit international humanitaire, c'est parfaitement illégal, je veux dire, de taper comme ça. Il y a le militaire, mais il y a aussi le droit, et le droit est complètement... Mais je n'ai pas dit que c'était légal. Non, mais c'est pas contre vous, je dis globalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette discussion, moi, je n'ai pas envie de me laisser enfermer dans du militaire. À la réponse à votre question, vous avez... Bon, là...
On a un éminent militaire qui répond sur le plan militaire. Moi, je réponds, il y avait une solution, c'était de faire un cessez-le-feu à Gaza. S'il y avait eu un cessez-le-feu à Gaza il y a 5, 10, 15 jours, on n'en serait pas là, je veux dire. Il faut quand même regarder où est la souche, où est l'origine de tout ça. Et si on avait fait un cessez-le-feu, on serait dans la première phase de la résolution du 10 juin du Conseil de sécurité, qui conduisait à un échange de prisonniers contre les otages, car on les a oubliés aussi, les otages, parce qu'est-ce qu'ils vont devenir dans cette affaire? Et donc, on aurait progressé vers quelque chose. Mais c'est pas ce que veut Netanyahou, il faut bien le comprendre. Il a une logique de fuite en avant, et le problème, c'est que sa logique, elle ne conduit pas vers une perspective politique. Il l'a toujours récusé, toujours refusé. Sa logique, c'est un rapport de force à l'état pur. Et un rapport de force à l'état pur, ça mène où? Nulle part. Si, à des choses terribles, mortifères. Et quand vous dites qu'il n'aura pas l'autorisation des Américains, je me permets de rappeler qu'à plusieurs reprises, les Américains lui ont dit arrêtez, ou par exemple n'allez pas à Rafah. Est-ce qu'il a obéi, est-ce qu'il a tenu compte de l'avis des Américains? Absolument pas. C'est le contexte aussi, je le rappelais tout à l'heure. Il y a les élections américaines qui vont arriver. Et c'est aussi la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou avance si vite, en tout cas selon moi. C'est qu'il sait que d'ici quelques semaines, il y a des échéances qui seront soit plus ou moins favorables, parce que j'allais dire que si c'est Donald Trump, ça sera plutôt favorable à Benjamin Netanyahou, en l'occurrence que Kamala Harris. Je suis d'accord. Et quand je parlais d'intelligence de la situation ou des situations, cet élément est tout à fait essentiel, car en ce moment, les Américains ne peuvent pas faire pression sur Israël. Dans ce rapport de force fragile, là je parle des élections américaines, il y a quand même besoin d'avoir un soutien, il faut montrer qu'on a un soutien d'Israël, surtout dans une situation comme celle-là. Donc, et Netanyahou connaît parfaitement la sociologie américaine, et il joue là-dessus. Cette période-là, elle est très propice aussi pour lui. Et s'il décidait d'aller au sol, ça serait désastreux, mais je ne pense pas que c'est un veto des Américains qui l'empêcherait de le faire. Je crois que c'est plutôt l'idée que ça ne serait pas nécessaire, utile. Moi, je vois plutôt, malheureusement, un bombardement massif du Sud pour en faire une zone, comme pour reprendre un terme d'un des ministres israéliens sur Gaza, pour en faire une zone invivable. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne. Et j'ajouterai un dernier mot, c'est que quand on parle du Nord, il faut penser aussi au Nord de Gaza, qui est complètement maintenant liquéfié. Il n'y a plus rien dans le Nord de Gaza. Lisa Gourceau, je rappelle que vous êtes en duplex avec nous. Vous êtes journaliste à L'Orient le jour. Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial de Paris pour le Liban, a rencontré le président du groupe du Hezbollah au Parlement libanais. Pour vous, quel rôle la France peut-elle jouer? Est-ce que les Libanais attendent quelque chose de la diplomatie française dans cette affaire? Je ne pense pas. C'était la semaine dernière où le président français Emmanuel Macron avait, à l'adresse des Libanais, fait une vidéo, notamment en les poussant à élire un président de la République, parce que comme vous le savez, le Liban actuellement ne dispose pas d'un président, et ce depuis désormais plus d'un an. Donc non, il n'y a pas d'attente particulière avec la venue de l'envoyé spécial Jean-Yves Le Drian. On pourrait même plutôt dire que la France fait partie des absents dans cette séquence. Elle joue plutôt un rôle dans les coulisses, mais en tout cas, elle n'est pas très audible. Et c'est quelque chose qu'on pourrait déplorer, puisque le président Emmanuel Macron avait été le premier à venir le 4 août, après l'explosion du port le 4 août 2020. Il avait tenté en tout cas de créer un lien de confiance avec la population libanaise. Je mets là complètement de côté l'État libanais, mais je parle bien de la population. Et ce lien, c'est au fil du temps effiloché, puis désormais brisé. On a plus l'impression qu'on donne des leçons aux Libanais, mais non pas qu'on les soutient. Et ça fait toute la différence. Donc je ne pense pas que la visite de Jean-Yves Le Drian ferait une différence. Je ne pense pas non plus que le rôle de la France, là actuellement, soit vraiment suivi par la population libanaise. Je ne pourrais pas en parler concernant l'État libanais, mais en tout cas, il faut avancer en tout cas sans la France dernièrement. Et comme le disait aussi M. Charbonneau, il faut avancer en partie sans les États-Unis, puisque de toute façon, ils ne sont pas écoutés. Et c'est peut-être plus ça aussi qu'on peut déplorer, c'est le fait qu'il y ait une espèce de chèque en blanc et de blanc-seing qui soit donné à Israël, qu'il s'agisse de Gaza ou du Liban. Vous parliez tout à l'heure d'une incursion terrestre potentielle. Effectivement, Israël n'aurait pas intérêt à la mener. Le Hezbollah peut-être plus, puisque lui au moins connaît le terrain, bien que le terrain soit actuellement en train d'être pilonné par l'armée israélienne. Donc non, pour répondre très clairement à votre question, il n'y a pas d'attente quant au rôle de la France, et je dirais de la même façon qu'il n'y a pas d'attente de la part des Américains.
Je précise là qu'on apprend en direct par une alerte que l'armée israélienne annonce ce mardi une nouvelle vague de frappes massives sur des cibles du mouvement islamiste Hezbollah au Liban, donc au lendemain des bombardements. C'est l'annonce qu'on vient d'avoir par nos confrères de l'AFP. On va rejoindre notre confrère Xavier Chemisseur en direct de la rédaction de France 24, puisque les frappes israéliennes percute l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York. Xavier Chemisseur, l'escalade régionale va dominer évidemment les discussions aux Nations Unies et notamment les pays arabes prêts à faire entendre leur voix, Xavier. Effectivement, avec le président américain Joe Biden, lui aussi, qui a pris la parole, il avait rêvé d'une meilleure sortie. Lui qui était arrivé avec une forme de compromis jugé acceptable avant que Joe Biden, que Benjamin Netanyahou appelle à une victoire totale. Joe Biden en est conscient, peu importe les avertissements américains, peu importe les centaines de milliers de manifestants israéliens dans les rues. Depuis, c'est le Liban qui inquiète. Ce scénario de l'escalade et de la régionalisation du conflit, c'était celui que les Américains souhaitaient éviter. Pour ce faire, le secrétaire d'État américain, Tony Blinken, a multiplié les allers-retours dans la région avec un mot d'ordre, le cessez-le-feu, rien que le cessez-le-feu, mais en quelques jours, la menace de la guerre dans un Liban au bord du gouffre a changé la donne. Après les menaces, après les alertes sur les lignes rouges à ne plus franchir, il a fallu se rendre à l'évidence, celui que les présidents américains présentent comme l'allié israélien, n'est peut-être plus tout à fait un allié fiable en tout cas, et a décidé de faire cavalier seul dans une course qui questionne, une course à l'abîme. Mais tant qu'il y a une guerre, Benjamin Netanyahou reste au pouvoir, nous dit-on. Joe Biden, avant de partir, souhaitait surtout permettre, je cite, une désescalade qui permettrait aux gens de regagner leur maison en toute sécurité. Pour cela, il y a une solution à l'écouter, c'est toujours le cessez-le-feu, car il reste des solutions diplomatiques, à l'en croire. Le président américain qui nous a brossé une fresque de 60 ans d'histoire pour étayer cette thèse optimiste au moment même où tout s'écroule. Il a rappelé qu'Israël avait le droit de se défendre et de vivre en sécurité, que les Palestiniens avaient le droit à un État souverain pour vivre en toute dignité. Un discours optimiste mais aussi douloureux sans doute pour le président démocrate qui prenait la parole avant le Qatar et avant la Jordanie. Vous avez raison, deux pays qui, comme l'Égypte, se sont montrés très actifs pour tenter de trouver des compromis et qui cette fois pourraient bien hausser le ton eux aussi. Comme l'Irak, l'Égypte a demandé hier aux puissances internationales d'intervenir immédiatement sans en préciser la forme, alors que l'Irak appelle à une réunion de tous les pays arabes en marge de l'Assemblée générale pour, je cite, stopper Israël. La Jordanie évoquait hier le risque d'une guerre régionale. 11 mois après le 7 octobre, l'embrasement redouté n'est plus très loin et la communauté internationale semble démunie. Et oui, tous les pays arabes ont décidé, en tout cas, de donner leur version des choses, leur vision à eux. Et finalement, ils vont hausser le ton, évidemment, les uns après les autres, du haut de cette tribune. Merci beaucoup Xavier Chemisseur en direct de la rédaction de France 24. Vous en parliez justement de Joe Biden qui met en garde contre le risque d'une guerre totale et qui appelle à un cessez-le-feu, notamment à Gaza. Vous en parliez à l'instant, on l'écoute. J'ai demandé au Qatar et à l'Égypte de mettre en place un cessez-le-feu et un accord sur les otages avec le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, c'est le moment de conclure ce traité, de ramener les otages à la maison, d'assurer la sécurité d'Israël et de libérer Gaza du Hamas. Jean-Paul Chagnolot, est-ce qu'il y a encore un espoir réel d'un cessez-le-feu à Gaza ? Compte tenu de ce que j'évoquais sur cette intelligence des situations, nous sommes dans une séquence où, malheureusement, je crois, Netanyahou doit être convaincu, intimement convaincu, qu'il peut aller au bout de sa guerre qu'il nomme totale, pour avoir une victoire totale. Et quand j'entends ça, ça me fait penser un peu à Bush, il y a très longtemps, en 2003, vous savez, il a attaqué l'Irak et il a proclamé la victoire. Et c'était un désastre absolu. Alors, on est un peu dans ce type. Alors, c'est très différent pour 1000 raisons, bien entendu. Mais je veux dire, cette logique de la force qui pense qu'on va régler un problème par l'armée, par des bombardements, chacun sait bien que ça va nulle part. Et donc, il faut revenir à la diplomatie, il faut revenir au cessez-le-feu. Malheureusement, personne n'est en capacité aujourd'hui de l'imposer, et certainement pas, malheureusement, Biden. Christophe Gascar. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça me rappelle, lorsque j'étais en Israël, peu de temps après le 7 octobre, Joe Biden est venu rencontrer justement Benjamin Netanyahou, à la fois pour lui présenter les condoléances, pour lui dire que son État avait le droit de riposter. Néanmoins, dans son discours, il avait dit ne faisons pas les mêmes erreurs. Il rappelait ce que vous avez dit très justement sur l'Afghanistan, sur ce bourbier, effectivement, sur l'Irak et sur la difficulté. Et il avait rappelé notamment le 11 septembre, il avait dit nous avons été attaqués. Mais finalement, nous avons fait des erreurs ensuite et nous l'avons payé très cher, en gros, en substance. Et Benjamin Netanyahou ne l'a pas du tout écouté. Et effectivement, c'est Xavier Chemisseur le disait aussi tout à l'heure,
tant que la guerre continue, et ça c'est un mot important, Benyamin Netanyahou reste au pouvoir. Et c'est peut-être aussi derrière tout cela, la psychologie qu'il faut essayer de comprendre, c'est que tant que la guerre continue, il reste au pouvoir. Et si la guerre s'arrête, des élections législatives anticipées, il n'est pas certain qu'il reste au pouvoir. Et donc, il pourrait être accusé ensuite de plein de choses, à la fois sur d'affaires intérieures, mais aussi d'un point de vue personnel. Strictement personnel, mais également militaire. Je rappelle qu'il y a un QR code qui s'affiche. Vous pouvez nous poser toutes vos questions dans quelques minutes. Myriam Bounafa nous rejoint pour y répondre. Avant qu'elle arrive justement sur le plateau, je voulais qu'on aborde aussi le rôle de l'Iran. Comment l'Iran peut réagir et quel rôle ça va avoir effectivement dans la région? Avant de répondre à votre question, je me rappelle travaillant avec Michel Barnier à l'époque quand il était ministre des Affaires étrangères. Si vous voulez, il faut 3 choses dans un conflit. Il faut le militaire, mais il faut le diplomate et il faut l'humanitaire. Et effectivement, la poursuite en avant, et je vous rassure sur vos propos que militaire uniquement, ça ne sert à rien. Mais je suis d'accord, sauf pour répondre ponctuellement à une défense de votre maison, de votre jardin et la vie de vos proches. Mais cette vision politique que réclament les militaires israéliens, Netanyahou n'y répond pas. Très bien, on va taper, on va faire ça, mais pourquoi faire derrière? Donc il y a un clivage au sein même de l'autorité israélienne et de la population. Ce que Christophe Gasca rappelait, Netanyahou, il a une fuite en avant parce qu'il a un intérêt personnel à ce que ça dure le plus longtemps possible et qu'on oublie ses manquements avant le 7 octobre, ces manquements en raison du 7 octobre, avec tout ce qui s'est passé derrière, et puis aujourd'hui, les résultats qu'on peut voir dans la bande de Gaza. Jean-Paul Chagnollaud, avant qu'on reparle quand même de l'Iran, est-ce qu'il y a une chance que Netanyahou soit renversé? Parce qu'on sait que la population israélienne est très divisée, manifeste depuis des mois. Est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, il quitte le pouvoir? Dans une situation comme celle-là, une bonne partie des Israéliens font bloc contre le Hezbollah. Et donc, pour l'instant, il resserre les reins. Et de la même façon, il sait que ses alliés, les États-Unis en particulier, vont évidemment pas le lâcher dans cette affaire. Et un mot sur l'Iran, puisque vous évoquiez l'Iran. Il y a un nouveau président aujourd'hui, Massoud Pezeshkian. Et il a fait des réformes déjà en l'espace de quelques semaines très importantes dans l'appareil d'État. Et je pense que vraiment, ce personnage n'a strictement aucune envie de se lancer dans une guerre, alors qu'il a sur l'interne des enjeux majeurs, absolument majeurs. L'économie iranienne est au plus bas et il y a un combat entre les plus radicaux, les gardiens de la révolution, et ce président qui est sur une posture différente. Par exemple, sur les femmes, il a déjà pris quelques positions tout à fait novatrices par rapport au pouvoir. Donc il y a des enjeux très forts. Donc se lancer dans une guerre qui n'est pas la sienne, sachant que ça serait un désastre, je n'y crois pas du tout. Mais bien entendu, au Proche-Orient, une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter, mais au Proche-Orient, tout est possible. Inch'Allah. On va passer tout de suite à vos questions. Avec Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Je le rappelle rapidement, le QR code est sur votre écran. Vous prenez votre téléphone portable, l'appareil photo, vous le visez. Vous verrez qu'un lien jaune s'affiche. Vous appuyez, vous posez vos questions. Elles arrivent en direct sur ma tablette. Merci à nos experts, à nos journalistes d'y répondre. On va rester sur Netanyahou et la question de Karim. Est-ce qu'il veut se maintenir au pouvoir dans une fuite en avant qui précipite le Proche-Orient dans le chaos? Pourquoi l'ONU est si impuissant à l'arrêter avant le point de non-retour, demande Karim. Mais c'est un choix personnel, politique et dramatique. Dramatique pour l'État d'Israël, dramatique pour les Palestiniens, dramatique pour toute la région. Et Christophe Gasca rappelait les enjeux, à la fois personnels et politiques. Le jour où le conflit s'arrête, Netanyahou va devoir rendre des comptes. Mais l'ONU est impuissant, comme dit Karim? Mais vis-à-vis d'Israël, si on reprend l'histoire depuis des décennies, toutes les résolutions de l'ONU sont restées lettres mortes vis-à-vis des Israéliens. Donc c'est un problème majeur. L'ONU aujourd'hui est impuissante, à la fois en Ukraine, à la fois au Moyen-Orient et à la fois dans d'autres endroits, malheureusement, à venir. D'ailleurs, à ce propos, Christophe Gasca... On rappelle que la FINUL, on n'en a pas parlé, mais c'est cette force quand même aussi des Nations Unies créée en 78, si je me 10 000 personnes. Voilà, 10 000 personnes, dont 600 militaires. Vous êtes militaire, donc vous le savez plus que moi. Et qui sont là aussi pour protéger cette zone. Et ça montre bien, justement, que... Non, mais je veux dire ma pensée, moi, sur la FINUL, ça sert à rien. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est la seule action que l'ONU a réussi à faire. Elle compte les coûts, en fait. Elle compte les coûts et évidemment, soigneusement, le Hezbollah... des Nations Unies au Liban. C'est les casques bleus. Ouais, c'est les casques bleus qui sont... Ils sont même pas en interposition.
Ils sont juste là pour compter ce qui se passe de gauche à droite et évidemment éviter quand même que des troupes arrivent exactement là où sont les troupes de l'ONU, d'un côté ou de l'autre. Mais franchement, elles ne servent pas à grand-chose. Et ils sont 10 000, donc ils sont quand même assez nombreux. À regarder les tirs, vous vouliez... Oui, non, sur les Nations Unies, il y a juste une remarque. Effectivement, le Conseil de sécurité a déjà pris position, non seulement sur le conflit israélo-palestinien depuis longtemps, bien entendu, en rappelant l'importance de la solution des deux États, en rappelant qu'Israël est une puissance occupante et évidemment que la colonisation est illégale. Bon, mais tout récemment, la résolution du 10 juin dont je parlais, elle existe, elle est obligatoire, donc ça devrait conduire à un cessez-le-feu. Mais évidemment, il n'a pas les moyens de mettre en œuvre ces résolutions. Et pourtant, il y en a un. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique juridique, mais il y a le chapitre 7. Et le chapitre 7, si on prend une résolution sur le chapitre 7, ça veut dire que le Conseil de sécurité va contraindre l'État concerné à faire ce que la résolution contient, par des mesures politiques, par des mesures économiques, par des mesures commerciales, et en dernière instance, article 42 de la Charte, c'est par des mesures militaires, c'est-à-dire une force qui, sous le couvert des Nations Unies, intervient. Mais bien entendu, ce scénario de l'utilisation du chapitre 7 n'a jamais été utilisé par rapport à Israël, et c'est certainement pas cette fois-ci qu'il le sera. Mais je voulais simplement rappeler que ça existe, ce dispositif. Alors on a aussi Lisa Gourceau qui est avec nous à distance. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Cette question peut-être de Nadine qui vous demande pourquoi le Hezbollah est aussi calme que jamais, plus calme que jamais. Est-ce qu'il évite une grande guerre ou bien il organise une riposte ? On pourrait d'abord dire que le Hezbollah, de par son action, de par les discours, semble parfois offensif, mais en fait, il fait depuis le début tout pour éviter une guerre totale. Il a bien conscience des enjeux, il n'est pas pleinement soutenu au Liban. Sa base populaire, elle, évidemment, le soutient, mais le reste du pays, ce que je disais un petit peu plus tôt, n'est pas derrière lui. Il ne veut pas de cette guerre. Autant le Hezbollah qu'une grande partie de la population et que l'État libanais ont tout à fait conscience que le Liban ne se relèverait pas d'un conflit généralisé. Donc on pourrait effectivement penser que d'un côté, ils préparent une riposte. Ils se doivent de riposter, ne serait-ce que pour garder un petit peu la face. Mais par contre, ils agissent comme ils le font depuis le départ, c'est-à-dire ils font en sorte d'éviter un conflit total qui emmènerait la totalité du pays dans la guerre. Vous vouliez, M. Chmoulo? Oui, je crois que le Hezbollah, aujourd'hui, est dans la pire des situations qu'il ait jamais connues et qu'il n'a pas choisi. Il s'y retrouve brutalement. Il sait qu'il ne pourra pas compter sur l'Iran, et d'ailleurs, il ne le souhaite pas dans ces circonstances-là. Il est extrêmement affaibli, manifestement. Et si jamais il voulait, comme je l'évoquais tout à l'heure, répondre massivement, pas simplement par des quelques missiles qui sont très ciblés, mais s'il voulait répondre massivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tirer sur des villes. Et il en a sans doute les moyens. S'il fait ça, le Liban est détruit et le Hezbollah aussi. Autrement dit, il a deux choix, à mon avis, le Hezbollah. Ou bien il ne fait rien et il sera discrédité, ou bien il réagit de manière massive et il risque aussi d'être détruit. Donc il est dans une position impossible, ce qui explique sans doute cette passivité apparente, qui est sans doute le fait qu'il est dans une situation comme la plus difficile, je pense, qu'il ait jamais connue. Jérém vous demande, est-ce que l'armée israélienne a les moyens de défier le Hezbollah jusqu'à Beyrouth? En théorie, oui. Elle l'a presque fait en 2006. Mais à quel prix? À quel prix et pour quel résultat, en fait? C'est-à-dire que complètement détruire les combattants du Hezbollah, c'est quasiment pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu partout. On voit déjà la difficulté avec le Hamas dans cette toute petite zone que constitue la bande de Gaza et que tous les combattants du Hamas, loin s'en faut, n'ont pas été neutralisés. Donc vous imaginez dans tout le Liban, avec tous les échappatoires à gauche ou à droite, au nord notamment et en Syrie, tous les tunnels aussi qui existent, ce serait une opération de très grande ampleur, à l'issue totalement incertaine et très coûteuse en vie humaine, à la fois civile et militaire des deux côtés. Je vais vous laisser répondre, mais je vais quand même incruster la question de Walid, qui est un peu un prolongement. Il dit « Le Hezbollah n'a pas été stoppé en 2006, malgré une incursion terrestre et des milliers de civils tués. Idem pour le Hamas à Gaza. Israël le sait bien. Quelle est la stratégie derrière la stratégie ?» L'exemple qu'il faudrait aussi reprendre, c'est celui de 1982. Là, le Hezbollah n'existait pas encore. Il existe justement à partir de 1982, avec le soutien de l'Iran pour le coup. Mais à ce moment-là, l'armée israélienne a été jusqu'à Beyrouth et a encerclé Beyrouth. Pourquoi? Parce qu'on voulait, autre scénario, mais même logique,
on voulait détruire l'Organisation de libération de la Palestine, on voulait détruire l'OLP. On a essayé d'assassiner Yasser Arafat. Et qui a sorti Arafat et l'OLP de ce bourbier terrible, cette tragédie terrible? C'est la France. La France, à l'époque, avait une présence, une voix, et a pris une initiative absolument forte. Deuxième question que vous posiez sur la logique de la logique, je pense que Netanyahou... La stratégie dans la stratégie. Oui, c'est ça, mais je pense que Netanyahou, non pas depuis le 7 octobre, mais depuis des années, depuis qu'il est au pouvoir, il est au pouvoir depuis 2009, mais il a déjà été en 1996, hein, pendant 3 ans, c'est l'idée qu'on peut résoudre la question palestinienne par la force. D'un côté, et en faisant la paix avec les États arabes de l'autre. Il a réussi un premier volet, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire la paix avec les États arabes, c'était la fameuse normalisation. Donc on a vu les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, le Soudan, les accords d'Abraham qui se présentaient dans la lignée de ce qui avait été fait avec l'Égypte en 1979 et avec la Jordanie en 1995. Donc il était presque à 2 doigts de réussir, avec en plus l'Arabie Saoudite. C'était ça le gros morceau. Et il était très proche d'avoir cette normalisation. Et puis il y a eu le 7 octobre. Et c'est évidemment lié, le 7 octobre, qui a coupé tout ça et qui a remis la question palestinienne au devant. Et donc il a échoué. Et donc maintenant, il est dans une situation très particulière où il peut espérer, mais c'est une erreur stratégique ou même historique fondamentale, qu'il va pouvoir régler la question palestinienne par l'écrasement militaire. Et ça, ça n'a pas de sens. Et en plus, un dernier mot, tout ce qui se produit aujourd'hui en termes de violence, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, j'insiste, en Cisjordanie, et au Liban, ça provoque et ça produit des générations de jeunes qui vont ensuite être convaincus par la nécessité de se battre. Et il va donc, au fond, renchérir, il va produire des gens qui auront envie de se battre, évidemment. La question de François, hormis l'Iran, quels sont les pays qui pourraient intervenir militairement pour défendre le Liban? Peut-être Lisa Gourceau, et puis peut-être... Le Liban n'est pas attaqué, malgré les apparences. En fait, c'est le Hezbollah militaire qui est attaqué. Hein. Mais là, en droit international, c'est le territoire libanais, mais malgré tout, pas le Liban qui est attaqué. Oui, mais à la limite, Israël peut répliquer. Mais nous, vous vous rendez compte, depuis le 8 octobre, le nombre de tirs de roquettes qu'on reçoit quotidiennement. Donc, on se donne le droit de répliquer. Et c'est la réponse actuelle. Et quel va l'enchaînement militaire qui est déclaré par l'AFP tout à l'heure, grâce à vous, Fanny, c'est qu'il va y avoir une autre campagne de bombardement. À mon avis, ça va continuer comme ça. Je ne crois pas, on ne sait jamais, vous le disiez tout à l'heure, en Moyen-Orient, tout peut se passer, mais je ne crois pas qu'il y aurait... Le Liban est seul, pour revenir à la question de François, quels sont les pays qui pourraient soutenir le Liban ? Pas grand monde. Hein. Il n'y a que l'Iran en fait qui pourrait soutenir le Hezbollah, mais comme vous l'expliquiez très, très justement tout à l'heure, il a d'autres priorités. Je ne suis pas sûr qu'il intervienne dans ce conflit. Et puis il y a toujours les Houthis. Il y a Lisa Gourceau qu'on ne voit pas et je l'entends vouloir répondre. Vous écoutez, finissez votre phrase et puis je vais lui redonner la parole. Allez-y. Oui, il y a également les Houthis au Yémen qui envoient régulièrement des missiles, mais c'est quand même très épisodique et ça n'a pas beaucoup d'influence sur la situation militaire. Lisa Gourceau. Moi, ce que dit M. Dutartre dans son analyse, personne n'a envie de s'impliquer dans un tel conflit, qu'il s'agisse du Liban ou même de Gaza. On a évidemment l'attente que les membres de l'axe de la résistance, notamment, donc vous le disiez, les Houthis yéménites ou même l'Iran, eux, se manifestent, mais ça n'ira pas plus loin. On a tout à fait conscience qu'actuellement, Gaza ou même le Liban sont un bourbier dans lequel personne n'a envie de se mettre. Et encore moins de s'impliquer militairement. Diplomatiquement, on voit déjà que les acteurs politiques et diplomatiques sont très frileux et échouent. Donc s'impliquer militairement, pour moi, n'est absolument pas une question, c'est un non-sujet. Vous vouliez rajouter? Oui, je voulais simplement... Merci pour votre patience, d'ailleurs. J'ai un léger désaccord avec le général. C'est-à-dire que du point de vue droit international, je suis désolé, c'est une attaque du Liban. On attaque le territoire libanais et on attaque, évidemment, la souveraineté de l'État du Liban. Si c'est possible d'agir comme ça, c'est parce que, justement, il n'y a pas de forces armées libanaises, mais que s'il y avait vraiment des forces armées libanaises, elles seraient bien obligées de se battre contre quelque chose qui est extérieur. On est vraiment dans une violation du droit international, première chose. Et bien entendu, on est aussi, alors là, de manière absolument considérable, à Gaza en particulier, dans la violation du droit international humanitaire. Et c'est extrêmement préoccupant de voir que ces constructions juridiques qui ont mis tant de décennies à être mises en œuvre, enfin d'abord construites et ensuite mises en œuvre, voir à quel point aujourd'hui sont complètement
marginalisés. Alors, le nouveau président iranien, vous demande Jean-Philippe, ne peut-il être un interlocuteur décisif pour en finir avec le Hezbollah et le Hamas? Alors, il faut analyser les relations entre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Effectivement, le Hezbollah était assez proche du régime iranien, mais quand même s'en est détaché à une certaine, entre guillemets, autonomie. Ce qu'on peut observer, c'est que l'Iran soutient militairement, sans réserve, et même financièrement, le Hezbollah. Mais aujourd'hui, ça ne va pas forcément au-delà. Et donc, comme vous le rappeliez tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, le président iranien a d'autres priorités. Il est très gêné par cette affaire-là, mais sa marge de manœuvre est assez limitée en dehors de déclencher, comme il y a quelques mois, une vague de tirs, de représailles, qui finalement il n'a jamais fait lorsque le chef du Hamas a été neutralisé sur son sol. Juste une remarque, quand on parle d'un pays comme Israël ou comme le Liban ou comme d'autres pays, on fait attention aux forces politiques qui sont au pouvoir. C'est pas la même chose. Par exemple, pour les États-Unis, c'est pas la même chose si c'est Donald Trump ou si c'est Kamala Harris. En Iran, dans le système politique, il y a effectivement un personnage qui est stable, perpétuel, si j'ose dire, c'est le guide. Mais il y a des contradictions politiques et l'actuel président, Massoud Pezeshkian, est arrivé presque par effraction. On ne l'attendait pas. Et il a réussi à passer et il est soutenu par une assez importante fraction de la population iranienne, au point d'avoir été élu quand même. Alors évidemment, il y en a qui ont voté contre lui. Et lui est sur des postures et des lectures tout à fait différentes. Et très concrètement, il a déjà engagé des négociations qui ne sont pas publiques, mais avec les États-Unis, notamment sur les questions nucléaires ou les choses comme ça. Donc il y a des contacts. Il a envie de s'ouvrir à l'Occident. Alors évidemment, après, il y a d'autres en Iran qui sont en désaccord. Mais il faut bien comprendre qu'il faut analyser l'Iran non pas comme un bloc qui fonctionne de manière unilatérale avec un seul ensemble. Il y a des contradictions politiques et depuis l'élection de Massoud Pezeshkian, il y a une ouverture, aussi fragile soit-elle, elle existe. Alors, on entendait tout à l'heure Xavier Chemusser, notre confrère de France 24, expliquer que les leaders des pays arabes allaient s'exprimer à l'ONU incessamment sous peu. C'est la question de Mourad. Alors peut-être Lisa Gourceau, il demande pourquoi les pays arabes sont silencieux. Ont-ils des arrangements, des intérêts avec Israël ? Alors, pour moi, l'exemple le plus parlant parmi les pays arabes, c'est celui de l'Arabie saoudite, puisque le prince héritier, Mohammed Ben Salman, avait mis en œuvre un processus de normalisation avec Israël bien avant le 7 octobre. Et évidemment, il y a eu un avant et un après 7 octobre, et donc le déclenchement de ce conflit a évidemment tout chamboulé. Actuellement, ils sont dans une posture qui sont assez délicate, puisqu'ils comprennent évidemment l'intérêt qu'il y aurait pour la région et pour le développement simplement de leur pays sur le domaine diplomatique et économique, de normaliser les relations avec Israël. En même temps, maintenant, Mohammed Ben Salman est en train de conditionner cette normalisation à l'établissement d'un État palestinien qui soit reconnu. Donc c'est un petit peu un rôle d'équilibriste, c'est ce qui fait qu'on les entend aussi peu. Eux-mêmes, parce qu'il faut qu'ils changent leur stratégie, leur posture diplomatique au fur et à mesure des développements, et particulièrement depuis le 7 octobre. Donc je ne dirais pas que ce soit qu'il s'agisse d'une question d'arrangement ou d'intérêt, plus d'une posture extrêmement délicate que le 7 octobre a amené et qui fait que maintenant s'amplifier, particulièrement avec ce qui est en train de se passer au Liban. Quelqu'un veut... Ah, tiens, Sébastien s'est invité, j'appuie nulle part pourtant. Que dit-il ? Est-ce que la présence d'importantes communautés internationales, dont françaises au Liban, peut influer sur les actions menées par Israël en comparaison avec Gaza, par exemple ? Bienvenue, Sébastien. Oui, il y a, malgré les apparences absolument contraires, il y a une certaine retenue. Ils ne font pas n'importe quoi, en fait. Ils ont préparé tout un plan de ciblage. Alors, on a tout à fait raison. À partir du moment où la population libanaise du Sud, notamment chiite, est quasiment mélangée avec le Hezbollah, c'est extrêmement délicat. Mais pour l'instant, il n'y a pas de tir au nord de Beyrouth. Il y a des endroits où il n'y a absolument pas de tir. Israël essaye vraiment de cibler les cibles du Hezbollah. Donc, à mon sens, je pense qu'il y a des zones complètement safe où il ne se passera rien. Mais on n'est pas du tout dans la même situation que Gaza. Alors, certains de nos téléspectateurs, et c'est l'avantage de ce format, découvrent aussi cette situation géopolitique et notamment le Hezbollah au sein du Liban. Alors, la question de Psaume, candide mais compliquée, pourquoi le gouvernement libanais ne chasse pas le Hezbollah ?
La raison est simple, c'est que le gouvernement libanais est aussi formé avec le soutien du Hezbollah. Le Hezbollah, contrairement à la lecture simpliste qu'on a trop souvent en France ou ailleurs, c'est pas une organisation terroriste comparable à Al-Qaïda ou Daesh. C'est des gens qui sont là depuis 40 ans, qui représentent pour l'essentiel la communauté chiite, une communauté qui a été très longtemps marginalisée et qui a retrouvé, disons, de l'espérance et de la force à travers le Hezbollah dans des conditions qu'on aurait pu espérer autres. On est d'accord. N'empêche qu'il y a des élections dans lesquelles le Hezbollah se présente et il les remporte. Le dernier président, puisque maintenant il n'y a plus de président au Liban, c'était le général Aoun. Et le général Aoun était allié du Hezbollah. Et le général Aoun, puisqu'on est dans les questions simples, c'est un chrétien. Donc c'était une alliance entre certains chrétiens et le Hezbollah. Donc il est partie intégrante du système politique libanais, et il a même des ministres aussi parfois. C'est le cas aujourd'hui, il en a 2. Enfin bref, on est dans une imbrication complète d'une organisation politique extrêmement puissante. Le problème, c'est que c'est aussi une milice, c'est aussi que, enfin, etc. Mais voilà, c'est un acteur politique libanais tout à fait essentiel. La question de Mehdi sur l'extension du conflit jusqu'à chez nous, est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France, sachant que le gouvernement français soutient, dit-il, financièrement et militairement Israël? Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, parce que c'est même plus compliqué, la moins plus simple. Hein. Qu'est-ce que souhaite la France depuis toujours, et elle n'a pas dévié, en fait, c'est, elle veut la paix. Elle veut qu'on reconnaisse les 2 États, la liberté d'exister à la fois d'Israël et à la fois du peuple palestinien, et a toujours prôné la situation à 2 États. Ça a toujours été ça. Et le troisième côté, c'est l'humanitaire. On oublie, vous parlez de Yasser Arafat, que le jour où Yasser Arafat est tombé très gravement malade, quel pays il a choisi ? La France. Il a choisi la France pour le soigner. Un hôpital militaire, l'hôpital Percy. D'ailleurs, je rends hommage à tous nos amis médecins qui sont là-bas, qui font un travail formidable. Et je connais bien cette histoire-là parce que avec Michel Barnier à l'époque, on est allé à l'enterrement de Yasser Arafat parce qu'il est décédé en France, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Et donc, il était ramené en Égypte, puis en Cisjordanie, je crois, pour être enterré. À Ramallah. Et donc, vous voyez, la France a toujours été, et a cherché à être la plus objective possible. Et d'ailleurs, sous le doute du temps du général de Gaulle, il y a eu un froid extrêmement important avec Israël parce que général de Gaulle disait mais vous devez tenir compte des populations palestiniennes. Et à un moment, il y a eu un embargo extrêmement important sur les armes qui fait d'ailleurs qu'on n'a plus vendu, à l'époque on a vendu des Mirage 3 et après on a arrêté les armes. Il y a eu un embargo sur les fameux Mirage 5 qui étaient destinés à Israël et finalement qui sont restés en France. Le problème, c'est que maintenant la France est devenue inaudible. Ah, c'est la toute dernière question. Pardon Myriam, j'ai la toute dernière question. Il nous reste 1 minute. Alors celle de Bruno, parce qu'au final, elle est posée de nombreuses fois. Jusqu'où doit aller Israël pour qu'enfin la réaction internationale soit à la hauteur? La réaction internationale aurait déjà dû intervenir depuis longtemps. Et donc malheureusement, je crois qu'il faut utiliser une formule, moi, que je déteste, mais je pense que Netanyahou pense qu'il n'en a pas de limite. Il est sans limite. Aujourd'hui, il n'y a aucune force internationale, aucune institution internationale qui peut l'arrêter. Et donc, il ira jusqu'au bout de son propre objectif. Mais c'est son objectif, finalement, c'est le malheur de tous, y compris, finalement, aussi des Israéliens. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été cet après-midi avec nous. Jean-Paul Chagnolot, merci. Général Patrick Dutart, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christophe Gascar, notre éditorialiste des questions internationales, merci. Et Myriam Bounafa, merci beaucoup d'avoir relayé. Ah oui, pardon, excusez-moi, merci. Vous avez raison. Oh là là, Myriam, bien sûr. Lisa Gourceau qui est en duplex avec nous. Merci beaucoup d'avoir été cet après-midi sur France Info avec nous. Excusez-moi.